Bonjour, c'est Mélan. Dans cette vidéo, nous continuons l'étude des suites et des séries. Nous allons voir quelques tests de convergence. Mais dans cette deuxième partie, nous nous intéressons aux séries à terme de signes quelconques. On a déjà vu des tests pour étudier les séries à terme positifs. Alors ici, nous allons définir la notion de convergence absolue et puis nous allons présenter le test de convergence absolue, les séries alternées et le test des séries alternées. Enfin, nous terminerons par un exercice. Rappelons d'abord quelques résultats que nous allons utiliser. Premièrement, le test de divergence. Il s'agit du test qui dit que si un n'admet pas de limite ou bien la limite de un n'est pas nulle, alors la série sigma de un est divergente. Deuxièmement, le test de comparaison dans sa forme limite qui dit la chose suivante. Si sigma de un et sigma de Vn sont deux séries à terme positifs, si la limite du rapport un sur Vn quand tend vers l'infini est égale à c strictement positif, alors les deux séries sont de même nature. Ça veut dire que les deux séries sont simultanément convergentes ou bien simultanément divergentes. Enfin, une catégorie de séries souvent utilisée pour les comparaisons, ce sont les séries de Riemann ou bien les p-séries. Alors, il s'agit des séries de la forme sigma de 1 sur n puissance p. De telles séries convergent si seulement si p est strictement supérieur à 1. Et donc, elles divergent pour les autres valeurs de p. Sigma de 1 sur n puissance p diverge si seulement si p est inférieur ou égal à 1. Alors, nous allons commencer maintenant à étudier les séries à terme de signes quelconques. Alors, pour cela, nous allons nous ramener aux séries à terme positifs en prenant la valeur absolue. Alors, définissons d'abord la notion de convergence absolue. Alors, une série sigma de un avec un réel, donc un de signe quelconque. La série sigma de un sera dite absolument convergente si la série des valeurs absolues est convergente. Autrement dit, si un est un réel quelconque, si en prenant la valeur absolue, la nouvelle série obtenue est convergente, on dira que la série sigma de un converge absolument. Alors prenons tout de suite un exemple. Sigma de moins 1 puissance n sur n carré. Ici, le terme général de cette série, c'est moins 1 puissance n sur n carré. Si nous prenons la valeur absolue de un, elle se ramène tout simplement à 1 sur n carré. Et on sait que c'est une p-série ou bien une série de Riemann avec p égale 2. Donc, sigma de 1 sur n carré converge. Ça veut dire que sigma de valeur absolue de un converge. Alors, on dit que sigma de un converge absolument. Dire que sigma de un converge absolument, c'est la même chose que de dire sigma de valeur absolue de un converge. Alors, cette notion de convergence absolue nous permet, quand on est devant des séries à terme de signes quelconques, de nous ramener aux séries à terme positifs pour pouvoir utiliser les tests valables pour les séries à terme positifs. Alors, le test de convergence absolue. Ce test dit que si la série des valeurs absolues converge, alors la série d'origine converge. Ou bien la convergence absolue implique la convergence. Mais attention, si la série des valeurs absolues diverge, cela n'implique pas forcément que la série d'origine diverge. Alors, voyons pourquoi est-ce que si la série des valeurs absolues converge, la série sigma de un converge aussi. Alors, partons du fait que si sigma de valeur absolue de un converge. Alors, nous savons que un
est toujours majoré par valeur absolue de un. Et nous savons aussi que moins un, on peut aussi le majorer par valeur absolue de moins un, qui est aussi valeur absolue de un. Donc on a moins un est aussi majoré par valeur absolue de un. Donc nous allons écrire donc un compris entre valeur absolue de un d'une part, et si on multiplie par moins 1 cette relation-là, on obtient un supérieur ou égal à moins valeur absolue, donc supérieur ou égal à moins valeur absolue de un. Alors si on ajoute valeur absolue de un à chaque membre ici, on obtient 0, inférieur ou égal à un plus valeur absolue de un, inférieur ou égal à 2 valeur absolue de un. Donc ici, nous avons trois termes, nous avons deux séries, une de terme général de valeur absolue de un et une autre de terme général un plus valeur absolue de un. Alors, on a supposé sigma de valeur absolue de un converge. Donc, si on multiplie par une constante, cela ne change pas les choses. Sigma de 2 valeur absolue de un converge aussi. Et puisque le terme un plus valeur absolue de un est majoré par 2 valeurs absolues de un qui est le terme d'une série convergente, nous pouvons donc dire que la série sigma de un plus valeur absolue de un converge. Par le test, quel test? De comparaison. Par le test de comparaison. Si vous prenez Vn égale un plus valeur absolue de un, vous avez Vn inférieur ou égal à 2 valeur absolue de un. La série sigma de 2 valeurs absolues de un converge, donc sigma de Vn converge, ce sont des séries à terme positif. Nous avons utilisé la comparaison à des séries à terme positif. Alors en résumé, nous avons deux choses. Sigma de valeur absolue de un qui converge, parce que nous l'avons supposé, et nous avons aussi sigma de un plus valeur absolue de un converge. Donc si on fait la différence de deux séries convergentes est convergente. Donc ceci implique que sigma de un converge. Et on a bien donc la convergence absolue nous a entraîné la convergence simple. Prenons un exemple. Quelle est la nature de cette série? Série de termes général, un égale sinus n sur n racine de n. Alors, regardons, puisque c'est une série à terme de signe quelconque, puisque le sinus change de signe. Donc, on ne peut pas appliquer les tests qu'on applique sur les séries à terme positif. Par contre, si on prend la valeur absolue de un, nous sommes maintenant devant une série à terme positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature de la série sigma de valeur absolue de un? Il y a le sinus qui dérange, sauf que le sinus est borné. Donc, on peut dire que la valeur absolue de un est majorée. On sait qu'on peut majorer la valeur absolue du sinus par 1 sur n racine de n. Alors, si on pose Vn égale 1 sur n racine de n, c'est-à-dire 1 sur n puissance 3 demi,
nous avons valeur absolue de UN inférieure ou égale à Vn et sigma de Vn converge. Pourquoi? C'est une série de Riemann avec P égale 3,5 qui est supérieur à 1. Donc sigma de Vn converge. Par le test de comparaison, appliqué aux séries à terme positives sigma de valeur absolue de UN et sigma de Vn, alors on a sigma de valeur absolue de UN converge. Et le test de convergence absolue nous dit s'il y a convergence absolue, alors il y a convergence. Donc, notre série converge. Sigma de UN converge. Donc, la série considérée est bien une série convergente. Nous passons maintenant à la notion de série alternée. La définition est simple. Alterner signifie changer. Une série sigma de UN est dite alternée si son terme général s'écrit sous la forme ou sous l'une des formes UN égale moins 1 puissance n Bn ou bien UN égale moins 1 puissance n moins 1 Bn. Bn positif. Donc on voit que selon la parité de n, nous avons UN qui change de signe. Alors le test des séries alternées est le suivant. Si on dispose d'une série alternée, ça veut dire qu'il s'écrit, disons par exemple, sous la première forme. Si la suite Bn qui lui est associée vérifie ces deux conditions, à savoir la suite Bn est décroissante, la limite de Bn égale 0, alors la série alternée sigma de UN est convergente. Alors, voyons pourquoi est-ce que ce test est vrai. Nous allons partir donc de sigma de UN alterné. Alors, si la série sigma de UN est alternée. Imaginons que UN s'écrit sous la première forme. C'est la même chose d'ailleurs. Donc nous avons UN qui s'écrit comme ça, avec bien sûr la suite Bn est décroissante. La suite Bn est décroissante. Et la deuxième condition, limite de Bn égale 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors pourquoi est-ce qu'avec ces conditions, la série sigma de UN converge? Alors, pour étudier la convergence de la série sigma de UN, nous allons étudier la convergence de la suite des sommes partielles qui lui est associée. Prenons Sn égale U0 plus U1 plus UN. Alors évidemment, UN égale moins 1 puissance n Bn et ça dépend donc de n. Nous allons, pour trouver s'il y a une limite de Sn, nous allons considérer les S d'indice pair et les S d'indice impair. Nous allons poser Vn égale S de n, c'est-à-dire U0 plus U1, etc. Et on va jusqu'à 2n. Et nous allons poser Wn égale S 2n plus 1, c'est-à-dire les termes d'indice impairs. Donc ça va être U0 plus U1 plus U2n, mais on va jusqu'à U2n plus 1. Nous allons étudier les deux suites S2n et S2n plus 1 pour en déduire une limite éventuelle de Sn. Alors étudions la suite S2n, c'est-à-dire Vn. Alors que dire de la suite Vn? D'abord on va écrire Vn égale U0 plus U1. Alors avant de
On a déjà Vn, on écrit Vn plus 1. Vn plus 1, ça va être S indice. On remplace n par n plus 1, ça fait, attention, 2n plus 2. Donc ça va être U0 plus U1. Et on va ainsi jusqu'à U2n, c'est pas fini, U2n plus 1, et le dernier est U2n plus 2. Pour étudier la monotonie de la suite Vn, nous allons faire la différence. Vn plus 1 moins Vn égale. Si je fais la différence, je vais simplifier U0 avec U0, U1 avec U1, U2n avec U2n. Il nous reste seulement deux termes, U2n plus 1 plus U2n plus 2. Ça fait moins 1 puissance 2n plus 1 B 2n plus 1 plus moins 1 puissance 2n plus 2 B 2n plus 2. Ce qui signifie que Vn plus 1 moins Vn égale. Alors, moins 1 puissance 2n plus 1, c'est moins 1, car c'est un nombre impair, donc c'est moins b 2n plus 1. Et moins 1 puissance 2n plus 2, c'est un plus. Donc, plus b 2n plus 2. Ou bien b 2n plus 2 moins b 2n plus 1. La suite Bn est décroissante. Donc B2n plus 2 est plus petit que B2n plus 1. Ça veut dire que cette différence est négative. Et par conséquent, la suite Vn, c'est-à-dire S2n, est décroissante. Est décroissante. Réécrivons S2n. S2n, ou bien Vn. Nous avons dit que c'est U0 plus U1 plus U2 plus U indice 2n moins 2 plus U indice 2n moins 1 plus U indice 2n. Nous allons remplacer les UN par les BN. Alors nous avons donc Vn égale S2n égale. Alors U0 c'est moins 1 puissance 0 fois B0. U1 c'est moins 1 puissance 1 c'est moins B1 parce que 1 est impair. Plus B2 moins B3 plus B2n moins 2 moins B2n moins 1 et on termine avec un plus B2n puisque 2n est pair. Alors si on regarde bien, nous avons ici des différences de 0 à 1, de 2 à 3, pair impair et de 2n-2 à 2n-1. La suite Bn étant décroissante, B0 est plus petit, B0 est plus petit que B1. Est plus grand que B1. Et donc, ce terme est positif. B2 est plus grand que B3 parce que la suite décroît. Positif. Positif. Et B2n est naturellement positif. Par conséquent, nous voyons donc que Vn est la somme de termes positifs, ce qui signifie que Vn, c'est-à-dire S2n, est positif. Alors nous pouvons donc dire que S2n est minoré. S2n est minoré. Alors nous disposons de deux choses. S2n est décroissante et S2n est minorée. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, on peut faire appel au théorème des suites monotones.
d'après le théorème des suites monotones, S de n converge. Donc, la suite S de n est bien convergente. Alors, nous avons maintenant à étudier la suite S de n plus 1. Nous avons posé tout à l'heure Wn égale S de n plus 1, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U de n plus 1. Pour voir la monotonie, calculons Wn plus 1. C'est-à-dire on remplace n par n plus 1, ça devient, attention, S de n plus 3. Si on remplace n par n plus 1. Ça va être U0 plus U1 plus U2 et on va ainsi jusqu'à U de n plus 1, c'est pas fini, U de n plus 2 et on termine avec U de n plus 3. Alors pour voir la monotonie de la suite Wn, nous allons calculer Wn plus 1 moins Wn. Et nous voyons que il y a des simplifications. U0 va avec U0, U1 moins U1, U2 moins U2, U de n plus 1 moins U de n plus 1. Et vous voyez bien que il ne reste plus que les termes U de n plus 2 et U de n plus 3. Alors, 2n plus 2 est pair, donc ça c'est B de n plus 2. 2n plus 3 est impair et ça c'est moins B de n plus 3. La suite est décroissante, donc B de n plus 2 est plus grand que B de n plus 3. Ce terme est positif. On en déduit que la suite Wn, c'est-à-dire S de n plus 1, cette suite est croissante. Elle est croissante. Alors, est-elle convergente? Bon, alors évidemment, si on veut faire appel au théorème des suites monotones, il va falloir voir si elle est majorée. Comparons Wn et Vn. Alors, rappelons que Vn, c'était S de n. Wn, c'est S de n plus 1. Alors, Wn moins Vn, ça va être égal à S de n plus 1 moins S de n. Alors, dans S de n plus 1, on va jusqu'à U de n plus 1. Et dans S de n, on arrête à 2n. Donc, S de n plus 1 dépasse S de n du dernier terme, à savoir U de n plus 1. On a d'ailleurs déjà fait ce genre de différence. Donc, nous voyons que Wn moins Vn est égal à 2n plus 1 est impair, donc ça c'est moins B de n plus 1. Et puisque les Bn sont positifs, ce terme est négatif. Ce qui nous permet de dire que Wn moins Vn est négatif ou bien Wn est inférieur à Vn. Mais comme Vn est décroissante, Vn est inférieur à V0. Donc nous récoltons ceci, Wn est inférieur à V0 qui est une constante. Ça signifie que Wn, c'est-à-dire S de n plus 1, est majoré. Par quoi? Par V0. Car Wn, c'est S de n plus 1. Donc Wn étant inférieur à V0, quel que soit n, nous avons donc Wn qui est majoré. Et nous avons donc ici deux termes importants, à savoir S de n plus 1 est croissante et S de n plus 1 est majorée.
On peut donc faire appel au théorème des suites monotones. Donc, la suite S 2n plus 1 converge. Donc finalement, nos deux suites sont convergentes. Posons limite de S 2n quand n tend vers plus l'infini égale S et limite de S 2n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale S'. Comparant S et S'. Pour cela, faisons la différence S2n plus 1 moins S2n. On sait bien que ça va donner, le seul terme qui fait différence entre les deux, c'est U2n. Ou bien moins B2n plus 1, car 2n plus 1 est impair. Donc si on cherche la limite de S2n plus 1 moins S2n lorsque n tend vers plus l'infini, ça va être la limite de moins B2n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, mais Bn tend vers 0, donc ceci est nul. Mais cette limite est aussi égale à la limite de S2n plus 1 qui est S', moins la limite de S2n qui est S. Donc on arrive à S' moins S égale 0, donc S est égal à S'. Finalement, nous pouvons dire que la limite de S2n est la même que la limite de S2n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à S, c'est donc la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. La limite de Sn étant finie, ça veut dire que sigma de Un est bien convergente. Alors nous terminons avec un exercice. Déterminer pour quelle valeur de P réelle la série diverge, converge simplement ou converge absolument. Alors il s'agit d'étudier la série de termes générales UN égale moins 1 puissance n exponentielle moins np sur n moins 1 sur n. N moins 1 sur n, on peut l'écrire n au carré moins 1 sur n. Donc UN peut se présenter sous la forme moins 1 puissance n. On inverse n sur n carré moins 1 exponentielle moins np. Alors retenons que ici p est un réel et n est supérieur ou égal à 2. Alors comment faire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire de la nature de cette série? La présence du moins 1 puissance n fait penser à quoi? Fait penser à une série alternée. Mais attendez, avant de chercher la nature de la série, la première chose est de voir comment évolue UN lui-même. Parce que le test de divergence dit, si UN ne tombe pas vers 0, ce n'est pas la peine de continuer. On peut conclure que la série diverge. Mais là, il y a une exponentielle. Et l'exponentielle l'emporte sur la fraction rationnelle en n. Moins 1 puissance n est bornée. Alors, l'exponentielle. Si p est positif, cette exponentielle tend vers 0. Et si p est négatif, cette exponentielle tend vers l'infini. Donc, cette remarque est importante. Si p est positif, et si nous prenons la valeur absolue de UN, c'est-à-dire n sur n carré moins 1 exponentielle moins np, pardon, je vais commencer par l'autre cas, c'est plus facile, si p est négatif. Alors bien sûr, ce terme tend vers plus l'infini, car p est négatif. Et donc il l'emporte sur la fraction rationnelle. C'est facile à faire.
Donc on a la limite dans ce cas de valeur absolue de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On peut donc conclure que la limite de valeur absolue de un n'est pas nulle et la limite de un aussi n'est pas nulle. Donc, dans cette situation-là, si P est négatif, nous avons sigma de un et sigma de valeur absolue de un divergent toutes deux, car leurs termes généraux ne tendent pas vers 0. Donc, ce cas-là est simple. Si P est négatif, les termes ne tendent pas vers 0, donc il n'y a pas lieu de continuer, les séries sont divergentes. Il n'y a donc ni convergence simple, ni convergence absolue. Alors on s'intéresse maintenant au cas où P est supérieur ou égal à 0. Reprenons un, c'est moins 1 puissance n sur n carré moins 1 exponentielle moins np. Alors on a dit, évidemment, ici l'exponentielle va tendre vers 0 et donc par conséquent, moins 1 puissance n est borné, n sur n carré moins 1 tend vers 0, donc on peut ici écrire un sous la forme moins 1 puissance n fois un bn. Le bn en question c'est n sur n carré moins 1 exponentielle moins np. Alors, si P est nul, ça tend vers 0. Alors, si P égale 0, limite de Bn quand n tend vers plus l'infini, limite de Bn quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de n sur n carré moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Reste à savoir, est-ce que Bn est décroissante? Nous allons étudier ce cas à part. Après, on verra le cas où P est strictement positif. Alors, est-ce que Bn est décroissante? Bn, c'est n sur n carré moins 1. On peut le mettre sous la forme f de n, à condition de poser f de x égale x sur x au carré moins 1. Bien sûr, n étant supérieur ou égal à 2, on s'intéresse à f lorsque x est supérieur ou égal à 2, parce que x est censé remplacer n. Donc, la technique consiste à un peu de place, voilà, consiste à étudier les variations de la fonction, et si f est décroissante, bn sera décroissante. Alors nous avons la dérivée de f, c'est u sur v a pour dérivée u' v moins uv' sur v carré, donc ça va donner 1 fois x au carré moins 1, moins u fois v', la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x, sur v carré, x carré moins 1 au carré. Cela donne x carré moins 1 moins 2x carré, ou bien moins 1 moins x carré sur x carré moins 1 au carré. X est supérieur ou égal à 2. Nous n'avons pas de problème au dénominateur qui s'annule pour 1 et moins 1. Cette quantité est négative pour x supérieur ou égal à 2. Par conséquent, f est décroissante. F est décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et par conséquent, Bn est décroissant. Bn est décroissant. Alors, nous avons donc deux résultats. La limite de Bn est nulle et Bn est décroissante. Et nous sommes devant une série alternée, pour le cas P égale 0, bien sûr. Alors donc, conclusion par le test des séries
alternée, nous pouvons écrire que sigma de un converge. Sigma de un converge. Alors, y a-t-il convergence absolue? Y a-t-il convergence absolue? Nous avons valeur absolue de un, dans ce cas c'est n sur n carré moins 1. Il est facile de voir que n sur n carré moins 1 se comporte comme n sur n carré, voisinage de l'infini, c'est-à-dire se comporte comme 1 sur n. Voyons voir ce qui se passe lorsque on compare un avec 1 sur n. Si on cherche la limite lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de un sur 1 sur n, c'est-à-dire la limite de valeur absolue de un, alors divisé par 1 sur n, c'est multiplié par n, c'est donc la limite de n au carré, on multiplie ça par n, sur n au carré moins 1, lorsque n tend vers plus l'infini, et on trouve 1. Autrement dit, nous avons la limite du rapport de deux séries à termes positifs qui est égale à une constante strictement positive. Donc, le test de comparaison sous forme limite nous dit que les séries sigma de valeur absolue de un et sigma de 1 sur n sont de même nature. Alors, d'après le test de comparaison, sous sa forme limite, nous avons sigma de valeur absolue de un qui diverge. Pourquoi? Car l'autre aussi diverge. C'est la série harmonique ou bien c'est une P-série ou série de Riemann avec P égale 1. Et on sait que dans ce cas, c'est une série qui est divergente. Alors il nous reste à étudier la série sigma de un quand P est strictement positif. P est strictement positif. Nous reprenons un égale moins 1 puissance n, n sur n carré moins 1, exponentielle moins np. Encore une fois, elle a l'air d'une série alternée. Dans cette série alternée, Bn devra être n sur n carré moins 1 exponentielle moins np. On va l'écrire égal f de n. Ici, il va falloir considérer la fonction définie par f de x égale x sur x au carré moins 1 exponentielle moins px. La monotonie de la suite Bn est la même que celle de f. Dérivant f, alors nous avons ceci, f' de x est égal à la dérivée de x sur x carré moins 1, nous l'avons déjà calculé, c'est moins 1 moins x au carré sur x au carré moins 1 au carré, multiplié par exponentielle moins px, plus x sur x au carré moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle, c'est-à-dire moins p exponentielle moins px. Ceci s'écrit, on peut réduire au même dénominateur, à savoir x carré moins 1 au carré. Il y a l'exponentielle dans les deux, on peut la mettre en facteur. Alors ici, il va nous rester moins 1 moins x au carré. Et ici, il va falloir mettre moins p fois x et fois x carré moins 1 pour avoir le même dénominateur. Donc moins p fois x carré moins 1 ou bien fois x moins 1 facteur de x plus 1. Si on regarde le signe, on voit que moins 1 est négatif, moins x carré est négatif, p est positif, x est supérieur ou égal à 2, positif, x moins 1 est positif, x plus 1 est positif, et l'exponentielle et le carré sont positifs. Conclusion, f' de x est négatif. Et par conséquent,
la suite Bn est décroissante. Encore une fois, par le test des séries alternées, alors un peu de place, par le test des séries alternées, nous avons que sigma moins 1 puissance n, n sur n carré moins 1 exponentielle moins np convergent. Et enfin, y a-t-il convergence absolue? On termine par ça. La valeur absolue de un, ça va être n sur n carré moins 1 exponentielle moins np, se comporte comme 1 sur n fois exponentielle moins np, d'où l'idée de diviser par cette quantité, 1 sur n fois exponentielle moins np. Je répète, cette quantité à l'infini se comporte comme n sur n carré, c'est-à-dire comme 1 sur n fois l'exponentielle. Donc on divise par 1 sur n fois l'exponentielle et on regarde ce qui arrive. Alors ça va être un n sur n carré moins 1, divisé par 1 sur n, ça revient à multiplier par n, et les deux exponentielles se simplifient. Il est donc clair que la limite de valeur absolue de un sur 1 sur n exponentielle moins np, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de n carré sur n carré moins 1, c'est-à-dire 1 bien sûr. Là, on fait appel au test de comparaison sous sa forme limite, qui dit que si le rapport des termes de deux séries, termes positifs, si la limite quand elle tend vers l'infini est une constante strictement positive, alors les deux séries sont de même nature. Par conséquent, sigma de valeur absolue de un est de même nature que la série sigma de 1 sur n exponentielle moins np. Or, 1 sur n exponentielle moins np, c'est le terme général d'une série qu'on peut majorer. 1 sur n peut être majoré par 1 par exponentielle moins np, qui n'est autre que 1 sur e puissance p le tout puissance n. Donc on vient de majorer ce terme par le terme général d'une série géométrique. Alors attention, p est positif. Donc exponentielle de p est supérieure à exponentielle de 0. Donc 1 sur exponentielle p est inférieur à 1. Donc cette série géométrique converge. Par comparaison, nous avons 1 sur n exponentielle moins np majoré par le terme général d'une série géométrique convergente et sigma de 1 sur e puissance p puissance n converge. Ceci implique que sigma de 1 sur n exponentielle moins np converge. Et en haut, nous avons la limite du rapport égale 1, donc les deux séries sont de même nature. Conclusion, donc sigma de valeur absolue de un converge. Voici donc pour l'étude de cet exercice. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir le test de l'intégrale, le test du quotient et le test de la racine ou bien le critère de Cauchy. Je vous remercie.